Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour le cours de sciences et technologies de secondaire 4. Aujourd'hui, on va faire la révision du chapitre 2. Avant de parler du chapitre 2, ça veut dire les molécules, les ions, les solutions, les liaisons chimiques, je vais vous parler du modèle atomique de Rutherford-Bohr. Et pour comprendre, pour être capable de le construire, il faut deux informations extrêmement importantes qu'on retrouve dans le tableau périodique. Première chose, dans le tableau périodique, les lignes, ça s'appelle les périodes, et les périodes indiquent le nombre de couches électroniques que possèdent les éléments de cette période-là, de cette ligne-là. Et dans un carré, ici on a l'osmium, le petit chiffre, ici 76, représente le numéro atomique. Et le numéro atomique, on sait que c'est aussi le nombre de protons que contient mon élément. Avec ces deux informations, on va pouvoir construire le modèle atomique de Rutherford-Bohr. Alors, j'ai tassé mon tableau périodique, je garde ce que j'ai de besoin. Ici, on va construire le modèle atomique Rutherford-Bohr pour le magnésium, qui est l'élément numéro 12. Donc ici, première chose, on va dessiner dans le fond mon noyau, qui est dans le fond un cercle. Dans mon noyau, je vais indiquer mon nombre de protons, qui représente au petit chiffre, qui est le 12. Donc, le magnésium contient 12 protons. Ensuite, le magnésium est dans la troisième période, ce qui veut dire qu'il contient 3 couches électroniques. Je vais donc dessiner 3 couches électroniques autour du magnésium. Ensuite, je dois remplir mes couches électroniques. Bien, ici, le magnésium est dans la deuxième famille, ce qui veut dire qu'il a 2 électrons de valence, 2 électrons sur sa dernière couche électronique. Je viens de les faire apparaître à l'écran. Il faut aussi peupler les autres, et ce qu'on sait, c'est que le nombre d'électrons de valence sur chaque couche électronique représente au nombre d'éléments qui sont sur cette période-là. Donc, sur la première période, il y a 2 éléments, l'hydrogène puis l'hélium. Donc, il y a 2 électrons de valence sur la première couche électronique. Sur la deuxième couche électronique, j'ai ici 8 éléments différents. Donc, ça va me faire 8 électrons de valence sur ma deuxième couche électronique. Ici, sur mon dessin, j'ai regroupé un petit peu les électrons pour que ce soit plus facile à les voir, mais on peut les dessiner n'importe où sur les couches, tant que mes 8 électrons que je viens mettre sont sur la deuxième couche électronique. Et si on compte tous nos électrons, ben on a un total de 12 électrons, comme le nombre de protons. Donc ça, c'était le modèle atomique de Rutherford-Bohr. Ça nous permet de comprendre les molécules. Par contre, on va faire un petit retour sur la nomenclature, les mots à utiliser. Donc, un atome, c'est une particule toute seule. Okay? Donc, l'atome, on voit le dessin à côté, c'est une petite boule qui est toute seule, qui n'est pas unie avec rien d'autre. Par contre, si mon atome est lié avec un autre, on voit ici l'élément. L'élément, ça veut dire que c'est le même atome, le même élément qu'on retrouve. Peu importe s'il est tout seul ou s'il est regroupé en 2 ou en 3 ou en 8. Okay? Si c'est un élément, c'est le même élément pour tous les atomes qui sont unis ensemble, c'est quand même un élément. Par contre, si on a plusieurs atomes qui sont mis ensemble, peu importe si c'est le même élément ou pas le même élément, on appelle ça une molécule. Et une molécule qui contient des atomes qui sont tous différents, on appelle ça aussi un composé. Par contre, pour simplifier la compréhension, on va parler surtout de molécules aujourd'hui dans notre vidéo. Mais c'est quoi une molécule? Une molécule, c'est un regroupement d'au moins 2 atomes qui sont liés chimiquement entre eux. Fait que, sans le fond, ça fait un petit peu le lien avec le tableau qu'on vient juste de voir. La molécule, que ce soit 2 atomes du même élément ou 2 atomes d'éléments différents, dès qu'on a plus que 2 atomes qui sont liés entre eux par une liaison chimique, on appelle ça une molécule. Ici, je vous montre à l'écran l'atome d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, représenté selon le modèle de Dalton, ce qui veut dire une sphère, une boule. Ce qui est important de remarquer pour ces 3 atomes-là, c'est qu'ils ont été représentés par des couleurs, des grosseurs différentes, pour qu'on puisse les différencier visuellement. Et ça, c'est important lorsqu'on fait le modèle de différents éléments d'une molécule, ainsi de suite. Ce que je vous présente, c'est 4 molécules différentes. Le dioxygène, l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Et ces 4 particules-là, c'est des molécules parce qu'ils sont composés de plus d'un atome. Et on peut reconnaître les atomes qu'on a vus tantôt, les éléments qu'on a vus tantôt, les boules rouges qui sont l'oxygène, les boules blanches qui sont l'hydrogène, la boule noire qui est le carbone.
Donc ici, le fait d'identifier visuellement par des couleurs et des grosseurs différentes nos atomes, ça simplifie notre travail quand on veut les construire en 3 dimensions. Maintenant, pourquoi est-ce que mes atomes vont se lier ensemble, faire des liaisons chimiques? Ben, c'est pour respecter la règle de l'octet. Mais il y a une chose importante à comprendre. La dernière famille du tableau périodique, la dernière colonne du tableau périodique, elle s'appelle les gaz inertes. Et les gaz inertes ont une capacité, une particularité importante, c'est qu'ils ne réagissent pas avec les autres éléments. Ils sont neutres, ils sont inertes, ils ne bougent pas, ils ne font pas de liaison chimique. C'est parce qu'ils sont stables. Et ils sont stables parce qu'ils ont 8 électrons de valence. Et ça, c'est la base de la règle de l'octet. Qu'est-ce que la règle de l'octet? Elle dit qu'afin d'être plus stable, les atomes cherchent à adopter la configuration électronique d'un gaz inerte. Donc ça, c'est la règle de l'octet. En plus simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes atomes vont chercher à avoir soit 8, soit 0 électrons de valence, 0 électrons sur leur dernière couche électronique. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire pour respecter la règle de l'octet. Avoir 8 ou 0 électrons sur notre dernière couche électronique. Pour mieux comprendre la règle de l'octet, on va faire un exemple. Mais, je vous ai mis ici à l'écran un petit rappel de la règle de l'octet. Donc ici, on veut soit monter à 8 électrons de valence ou descendre à 0 électrons de valence. Pour notre exemple, on va utiliser le sodium. Je vous ai représenté les différentes couches électroniques du sodium avec leurs électrons. Et ce qu'on observe, c'est que le sodium a un seul électron sur sa dernière couche électronique. Il a donc un électron de valence. Donc, qu'est-ce qui va être le plus facile pour le sodium? Est-ce que ça va être de monter à 8 électrons de valence, donc aller chercher 7 électrons, ou perdre son seul électron de valence pour arriver à 0? Mais ici, on comprend tous que ça va être plus facile descendre à 0, donc mon atome de sodium va perdre un électron pour être plus stable, pour adopter la configuration électronique d'un gaz inerte. On continue, on va faire un autre exemple. Mon aide-mémoire est toujours là. Aujourd'hui, on utilise le chlore. Donc, le chlore, j'observe sa dernière couche électronique. Je remarque que j'ai 7 électrons de valence. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est plus facile de monter à 8 ou descendre à 0? Ben, c'est plus facile de monter à 8. Donc, pour atteindre la configuration électronique d'un gaz inerte, le chlore va aller chercher un électron. Il va gagner un électron. Un autre exemple, on va utiliser cette fois-ci le bore. Le bore a 3 électrons de valence. Donc, avec 3 électrons de valence, est-ce que c'est plus facile de monter à 8 ou descendre à 0? C'est beaucoup plus facile de descendre à 0. On a juste à perdre 3 électrons. Fait que le bore, pour adopter la configuration électronique d'un gaz inerte, va tout simplement perdre 3 électrons. Un autre exemple, le phosphore. Le phosphore, je compte ses électrons. J'ai 5 électrons de valence. Donc, avec 5 électrons de valence, est-ce que c'est plus facile de monter à 8 ou descendre à 0? C'est plus facile de monter à 8. Donc, pour adopter la configuration électronique d'un gaz inerte, le phosphore va gagner 3 électrons pour arriver à 8 électrons. Un dernier exemple, on va utiliser le silicium. Le silicium, c'est un cas particulier parce qu'il a 4 électrons de valence. Est-ce que c'est plus facile de monter à 8 ou descendre à 0? Ben, c'est aussi loin les deux. C'est aussi loin, il faut aller gagner 4 électrons pour arriver à 8, il faut perdre 4 électrons pour arriver à 0. Donc le silicium, puis tous les éléments qui ont 4 électrons de valence, vont se jumeler, réagir en fonction des autres éléments qui sont autour d'eux, et ils vont gagner ou perdre 4 électrons, selon avec qui ils sont. Et ici, c'est pas un exemple, c'est plus une exception que je vous présente, l'hydrogène. L'hydrogène a un électron de valence. Fait que si, comme il y a un seul électron de valence, on serait porté à croire que ça va être plus facile pour lui de descendre à 0. Par contre, il faut faire attention, dans la première période, il y a seulement 2 éléments, donc la première couche électronique a seulement 2 électrons de valence. Fait que pour l'hydrogène, s'il va adopter la configuration électronique d'un gaz inerte, ben, ça va être l'hélium qui a 2 électrons de valence. Fait que pour aller soit monter à 2, soit descendre à 0, et dans les deux cas, c'est gagner ou perdre un électron. Et c'est ce qu'il va faire. L'hydrogène va pouvoir gagner un électron ou pouvoir perdre un électron, dépendant d'avec qui il est jumelé. Et ça, c'est la règle du doublet. Donc, soit on monte à 2 ou on descend à 0.
et elle s'applique uniquement pour l'hydrogène. La règle de l'octet nous permet de calculer une chose qui est extrêmement importante, c'est la charge électrique. La charge électrique, c'est quoi? Ben, c'est une propriété de la matière qui indique le surplus ou le déficit d'électrons d'une substance. Le symbole de la charge électrique, c'est Q, et ça se calcule en faisant le nombre de protons moins le nombre d'électrons. Je vous donne un exemple et j'utilise une balance pour illustrer ce qui va se passer. Pour ce faire, on va utiliser le chlore. Le chlore, avec la modèle atomique simplifiée, on voit qu'il y a 17 électrons. Donc, il y a aussi 17 protons normalement. Fait que je décide mes 17 protons, je décide mes 17 électrons, et si j'avais à calculer sa charge électrique tout de suite, ben je ferais 17 protons moins 17 électrons, ça donne 0. Par contre, le chlore veut adopter la configuration électronique du gaz inerte le plus proche, ce qui veut dire monter à 8 électrons sur sa dernière couche électronique. Donc pour ce faire, il va aller chercher un électron supplémentaire. Donc, si on lui donne un électron supplémentaire, bien là, ça crée un déséquilibre. On voit que le nombre d'électrons est plus grand. Et si on calcule maintenant sa charge électrique, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner 17 protons moins 18 électrons, et ça va me donner une charge de 1 moins ou moins 1. Et ça, c'est comme ça qu'on calcule la charge électrique. Je fais un autre exemple. Cet exemple-ci, j'utilise le magnésium. Le magnésium, avec son modèle atomique simplifié, 3 couches électroniques, 12 électrons. Donc, s'il y a 12 électrons, il y a aussi 12 protons. Ils sont là. 12 électrons sont là. Maintenant, si on calcule sa charge électrique, normalement, ben c'est 12 protons moins 12 électrons, ça fait une charge de 0. Donc, mon atome de magnésium, normalement, sans avoir gagné ou perdu d'électrons, il est neutre. Par contre, il veut adopter la configuration électronique d'un gaz inerte. Donc, pour ce faire, il va perdre ses 2 électrons de valence pour tomber à 0 électrons sur sa dernière couche électronique. Donc, s'il perd 2 électrons, ça va déséquilibrer mon nombre d'électrons en fonction de mon nombre de protons. Et ce que ça va donner, c'est que cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de protons. Et si je calcule ma charge électrique, qu'est-ce que ça donne? Bien, je vais avoir 12 protons moins 10 électrons. Ça va me donner une charge de plus 2 ou 2 plus. Maintenant, quand on calcule la charge, voici des petits trucs pour vous aider. Premièrement, le nombre de charges est égal au nombre d'électrons qui ont été perdus ou gagnés. Fait que si j'ai 7 électrons de valence, je veux aller à 8, donc j'en gagne 1. Fait que mon nombre de charges, c'est 1. Maintenant, le signe. Qu'est-ce que c'est le signe? Bien, ici, on va avoir 2 trucs mnémotechniques pour s'en rappeler. Si j'ai perdu des électrons, bien, je suis positif. Donc, P de perdu, P de positif. Et si j'ai gagné des électrons, bien, je suis négatif. Donc, le G de négatif pour gagner des électrons. Et à ce moment-là, si on se rappelle ça, bien, ça va être facile de calculer notre charge électrique sans nécessairement faire le calcul proton moins électron. Mais comment on appelle ça? Des éléments, des atomes qui ont gagné ou qui ont perdu des électrons. Mais ici, si on est un ion négatif, okay? Les ions, c'est le nom qu'on donne à tous les atomes qui ont gagné ou qui ont perdu des électrons, mais l'ion qui, lui, aurait gagné des électrons, donc qui serait négatif, ben, on s'appelle un anion. Et un ion qui serait positif, ici, j'ai mis en noir, en foncé, le plus qui ressemble comme un genre de T, ben, c'est un cation. Donc, ion négatif N, anion, cation positif plus T, cation. Donc, ici, c'est des petits trucs pour essayer de nous en rappeler. On va faire quelques exemples pour mieux calculer la charge électrique. Donc, ici, on va prendre le bar. Le bar, qui est dans la 3e famille, a donc 3 électrons de valence. S'il y a 3 électrons de valence, ça veut dire que pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir descendre à 0, il va perdre 3 électrons. S'il perd 3 électrons, comme il a perdu, sa charge va être positive, puis il a perdu 3 électrons, donc il va être 3+. Et s'il est positif, il va être un cation. Un autre exemple, on va utiliser l'azote. Donc l'azote, il est dans la 5e famille, il y a donc 5 électrons de valence.
S'il y a 5 électrons de valence, bien, pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir en gagner 3 pour arriver à 8 électrons de valence sur sa dernière couche électronique. Donc, s'il gagne 3 électrons, il a gagné des électrons, donc il est négatif, charge 3-. Et comme il est négatif, c'est un anion. Un dernier exemple, on va utiliser le fluor. Le fluor est dans la 7e famille, donc il a 7 électrons de valence. Encore une fois, il va vouloir atteindre 8 électrons de valence. Pour ce faire, il va gagner un électron. Et s'il a gagné un électron, bien comme il a gagné, il est négatif, et c'est un électron, charge -1. Et comme il est négatif, c'est un anion. Les conséquences des charges électriques. Et ça, on ne calcule pas ça pour le fun, c'est pas juste pour vous mêler ou pour vous donner des difficultés, c'est parce que ça sert à quelque chose. Ça sert à expliquer les molécules. Parce que les charges opposées s'attirent. Lorsque j'ai une particule qui est chargée positivement, puis une particule qui est chargée négativement, bien, les deux vont se coller, vont s'attirer l'une sur l'autre. Je vous donne l'exemple ici du sodium puis du chlore. Le sodium, à gauche, en jaune, a un électron de valence sur sa dernière couche électronique. Donc, pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir perdre cet électron-là. Par contre, le chlore, de l'autre côté, lui, a 7 électrons de valence sur la dernière couche électronique. Donc, pour respecter la règle de l'octet, il va vouloir gagner un électron. Mais là, on est chanceux, qu'est-ce qui va se passer? Bien, mon sodium va perdre son électron en le donnant au chlore. Et ça va créer une situation qui va être différente. La situation, c'est que le sodium est rendu positif, il y a 0 électron sur sa dernière couche électronique, ben là, il est rendu à 8 dans l'image qu'on voit. Et le chlore est rendu lui aussi à 8 électrons, mais il y a maintenant une charge négative. Donc, le sodium est positif, le chlore négatif. Fait que les plus attirent les moins. Les deux atomes vont se coller l'un l'autre. Et ça va donner une molécule qui s'appelle le NaCl, le chlorure de sodium, le sel, tout simplement. Et quand on parle des ions, quand on parle de la formation des molécules, il faut penser que les molécules peuvent aussi se déformer, se défaire. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation électrolytique quand on met ces molécules-là dans l'eau. Fait qu'on voit mon bécher dans lequel j'aurais mis un bloc de sel. Hein, on a vu tantôt que mes particules vertes, c'était mon chlore, mes particules jaunes, c'était mon sodium, ça faisait le NaCl. Mais quand on va le mettre dans l'eau, okay, les petites particules rouges et blanches, c'est mes particules d'eau, ben, ils vont attaquer les petits atomes qui sont chargés positivement puis négativement, et ils vont les entourer puis les arracher à mon bloc de sel. Et c'est ce qui va faire la dissociation électrolytique. La dissociation électrolytique, c'est lorsqu'on dissout un électrolyte dans l'eau, ben, les atomes qui composent cette molécule se séparent en ions. Et un exemple, ben, quand je prends le HCl, qui est une molécule, si je le mets dans l'eau, il va se séparer en ions H+, puis Cl-. Donc ça, c'est la dissociation électrolytique, en simple. Mais qu'est-ce que ça va faire tout ça? Bien ici, la première chose qui est super importante, c'est que la dissociation électrolytique va permettre la conductibilité électrique du courant électrique. D'un côté, dans mon bécher de gauche, on voit que mes atomes ne sont pas dissociés en ions. Fait que ce n'est pas des électrolytes. Et le courant ne circule pas. Par contre, dans mon bécher de droite, mes atomes, mes molécules sont séparées en ions. Et là, mes ions négatifs sont tirés vers la borne positive. Mes ions positifs sont tirés vers la borne négative. Et le courant circule. En résumé, c'est quoi les électrolytes? Ben, c'est des substances qui se dissocient en ions lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Et c'est des substances qui vont permettre au courant électrique de circuler dans l'eau. Ça, c'est les caractéristiques des électrolytes. Par contre, c'est quoi des électrolytes? Ben, il y a 3 types d'électrolytes. Donc ici, comme à gauche, le HCl, les acides sont des électrolytes. Comme le NaOH au centre, les bases sont des électrolytes. Et comme le NaCl à droite, les sels sont des électrolytes. Ça, c'est nos 3 grandes catégories d'électrolytes, et on va les différencier un petit peu plus. Premièrement, les acides, comme le HCl. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la formule moléculaire d'un acide commence toujours par l'hydrogène, par H. HCl, HBr, HNO3, H2SO4. Donc, ici, tous les acides, leur formule moléculaire commence par H. Ensuite, lorsqu'ils sont en solution aqueuse, donc dans l'eau, ils vont libérer des ions H+, comme on le voit dans mon image à droite. De plus, ils vont conduire le courant électrique
et ils vont faire devenir rouge le papier tournesol. Les bases maintenant, comme le NaOH. Mais la formule moléculaire d'une base se termine toujours par OH. NaOH, KOH, LiOH, CaOH2. Donc ici, OH, oxygène, hydrogène, termine toujours la formule moléculaire d'une base. Lorsqu'on les met en solution aqueuse, ben les bases vont libérer des ions OH-. Et ils vont aussi conduire le courant électrique, mais ils vont faire devenir bleu le papier tournesol. Enfin, les sels, comme le NaCl, ben leur formule moléculaire est la combinaison d'un métal avec un non-métal. Na, c'est un métal, Cl, c'est un non-métal, donc NaCl, métal avec non-métal. C'est la formule moléculaire d'un sel. Ensuite, lorsqu'on va les mettre en solution aqueuse, ils ne libèrent pas d'ions H+, ou OH-. Donc, ça va être Na+, Cl-, ça va être autre chose, mais il n'y aura pas de H+, pas de OH- qui vont apparaître. Ensuite, ça va aussi conduire le courant, mais ça ne changera pas la couleur du papier tournesol. Il va rester un genre de rose. OK? Maintenant, on a parlé de pH, on a parlé que ça faisait changer le pH, c'était des acides, c'était des bases. C'est quoi le pH? Bien ici, on a une échelle de pH qui gradue de 1 jusqu'à 14, et on voit différentes solutions, comme le citron, le vinaigre, les patates, les œufs, le savon à main, l'eau de javel, puis l'hydroxyde de sodium, qui sont sur cette échelle-là de pH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au centre, à 7, pH 7, c'est le pH neutre. Okay? Si tu t'en vas dans les pH vers le 1, donc tu es devenu acide, et si tu t'en vas dans les pH 14, ben là tu deviens alcalin ou basique. Donc c'est comme ça que graduer l'échelle de pH, et 7 c'est neutre, en bas de 7 c'est acide, en haut de 7 c'est basique. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben ici, pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Okay? Le pH, c'est une mesure des ions H+, qui sont dans ma solution. De plus, le pH est une mesure qui est logarithmique. Ce qui veut dire qu'une variation de 1 sur le pH, passer de pH 2 à pH 1, indique une variation de x10 pour la concentration des ions. Donc ici, si je passe de 2 à 4, ben j'ai x10, x10 deux fois, donc ça va faire une variation de x100 sur le pH. Donc ça, c'est comme ça qu'on va calculer la variation de la concentration des ions H+. Maintenant, les électrolytes. On revient avec nos électrolytes. Ici, un petit tableau résumé de ce qu'on doit savoir sur les électrolytes. Je commence l'acide. Sa composition chimique, c'est un H avec un non-métal. Son comportement lorsqu'il est dissous, il libère des ions H+. Effet sur le pH. pH neutre, c'est 7. Si on devient plus acide, le pH va diminuer. Et le papier tournesol devient rouge. Une base. Composition chimique, métal avec un OH. Comportement lorsqu'on le dissout, il libère des ions OH-. Effet sur le pH, bien, ça devient plus basique, donc on monte en haut de 7, donc le pH augmente, et le papier tournesol va devenir bleu. Enfin, le sel, c'est un métal avec un non-métal. Ça va former des ions, mais pas de H+, pas de OH-. Effet sur le pH, aucun, rien. Et effet sur le papier tournesol, aucun, rien encore. Si on parle de pH, de dissociation électrolytique, de solution aqueuse, bien dans le fond, on parle de solution. Fait qu'on va expliquer un petit peu c'est quoi une solution. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les étapes, la démarche pour produire une solution. Première étape, je vais peser mon soluté, qui est généralement une poudre. Deuxième étape, je vais rajouter cette poudre dans une fiole jaugée. Et à la troisième étape, je vais rajouter de l'eau distillée. L'eau distillée, c'est mon solvant. Une fois que j'ai rajouté assez d'eau distillée, mais pas trop, à l'étape 4, je vais l'agiter, ma solution, pour dissoudre le soluté dans mon solvant. Et à l'étape 5, je vais rajouter de l'eau distillée, du solvant, jusqu'à mon trait de jauge, pour que ma solution soit à la concentration désirée. Et là, je parle de solution, je parle de concentration, on va définir un petit peu ces termes-là. Donc, la solution, c'est quoi? C'est un mélange homogène, composé d'un solvant, généralement un liquide, et d'un soluté, solide, liquide ou gazeux. Concentration, ici, c'est la quantité de soluté dissoute par quantité totale de solution. Ça, c'est nos deux définitions. Comment est-ce qu'on travaille avec ça? Ici, on va faire un calcul de concentration. C'est ce que vous allez devoir faire généralement. La formule habituelle, c'est concentration est égale à M sur V, masse divisé par volume. Masse de soluté, volume de solution.
Par contre, moi, je la modifie un petit peu pour qu'elle soit plus universelle. Et je vais changer M sur V pour soluté divisé par solution. Je ne dis pas que c'est nécessairement la masse, je ne dis pas que c'est nécessairement le volume, c'est soluté divisé par solution. Et la clé, c'est de tenir compte de c'est quoi ma concentration désirée ou donnée dans mon problème. Il y a 3 types de concentration. Je vous les présente. Il y a la concentration massique en haut qui est en grammes par litre. Donc, c'est le nombre de grammes de soluté divisé par le nombre de litres de solution. Et ici, attention, on peut changer litre par 1000 millilitres parce que c'est équivalent. La concentration pourcentage MV, M pour masse, V pour volume, donc c'est le nombre de grammes par volume, mais ici, comme c'est un pourcentage, ça veut dire sur 100, donc ça va être des grammes pour 100 millilitres, grammes divisé par 100 millilitres. Et la concentration en ppm, ppm ça veut dire partie par million, donc le nombre de grammes pour 1 million de grammes de solution, généralement 1 million de millilitres. Mais 1 million de millilitres, ça commence à être gros. Fait que 1 million de millilitres, ça équivaut à 1000 litres. Donc, des grammes pour 1000 litres. Fait que ça, c'est important de savoir nos 3 concentrations. Maintenant, comment on les utilise avec la formule? Je vous donne des exemples. Premier exemple. Quelle est la concentration massique d'une solution où on a dissous 5,7 g de soluté dans un volume total de 250 ml de solution? Mais première chose, je note que ma concentration, c'est la concentration massique. Ce qui veut dire que c'est des grammes par litre. Donc, ma première fraction de concentration, c'est des grammes pour 1 litre. Et c'est ça que je vais utiliser pour faire mon produit croisé, pour faire mon rapport de proportion. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? 5,7 grammes de soluté, puis 250 ml de solution. Ce que ça va me donner, c'est l'équation ci-dessous. Et là, je m'excuse, j'ai inversé mes deux côtés de mon équation, mais c'est la même chose. À droite, j'ai ma concentration. Je cherche la concentration massique, donc le nombre de grammes pour 1 litre, ou le nombre de grammes pour 1000 millilitres, ce qui est la même chose. Pourquoi j'utilise 1000 millilitres? Parce que dans mon problème, mon volume de solution était 250 millilitres en millilitres. C'est important que les unités soient les mêmes. Et à gauche, j'ai mon soluté, 5,7 grammes, divisé par mon solvant, ma solution, 250 millilitres. Je fais mon produit croisé, 5,7 fois 1000 divisé par 250, et j'obtiens une concentration de 22,8 grammes par litre. Un autre exemple, quelle est la concentration pourcentage MV d'une solution où on a dissous, encore une fois, 5,7 grammes de soluté dans un volume total de solution de 250 millilitres? Donc, j'ai gardé le même problème, mais j'ai changé ma concentration. Cette fois-ci, c'est un pourcentage MV, ce qui veut dire le nombre de grammes dans 100 millilitres. J'ai gardé mon 5,7 grammes, mon 250 millilitres, mais ça va changer mon équation. Et que si j'ai changé mon équation, vous remarquez que dans la côté concentration, le nombre de grammes X sur 100 millilitres, tantôt c'était sur 1000 millilitres. Donc j'ai changé mes valeurs de ma fraction pour ma concentration en fonction de la question du problème. J'ai gardé 5,7 grammes en haut à gauche comme soluté, puis 250 millilitres comme solution. Je fais mon produit croisé, et ce que j'obtiens, c'est que X, mon inconnu, c'est 2,28% MV. Dernier exemple, exemple 3. Quelle est la concentration en ppm d'une solution où on a dissous, encore une fois, 5,7 grammes de soluté dans un volume total de solution de 250 millilitres? Cette fois-ci, je cherche en ppm. Donc, c'est le nombre de grammes pour 1000 millilitres. J'ai toujours 5,7 grammes, j'ai toujours 250 millilitres, mais cette fois-ci, quand je vais faire mon équation, je vais changer quelques données. Premièrement, mon côté concentration, c'est le nombre de grammes pour 1000 litres, fait qu'on voit 1000 litres apparaître. Et de l'autre côté, comme dénominateur pour la solution, j'avais 250 millilitres, mais je vais garder la même unité des litres, donc j'ai 0,250 litres. Je fais mon produit croisé, 5,7 fois 1000 divisé par 0,25, et ça va me donner un nombre de ppm de 22 800 ppm. Fait qu'on voit que, même si c'était le même problème, les mêmes unités, en changeant la question par rapport à sa concentration, j'ai changé le calcul et j'ai changé aussi la réponse. Avec ça, on vient de terminer le chapitre 2. Vous avez quand même une revue très détaillée, très expliquée du contenu du chapitre 2. Par contre, vous avez toujours de l'étude à faire pour être bien préparé pour votre examen. Merci et bonsoir.